Bonjour à tous. Merci d'abord d'avoir été avec nous, de votre patience dans cet événement qui tire bientôt à sa fin. On a parlé énormément de défis, je pense que c'est un euphémisme de dire qu'ils sont nombreux pour l'industrie immobilière. On a évidemment parlé de solutions, hein, c'était le but de cette matinée Big Up, de cette deuxième édition de Big Up. Une des solutions qu'on a abordées un petit peu plus tôt, évidemment, c'est celle de l'intelligence artificielle. On voulait justement approfondir un peu cette solution avec vous ce matin, en partie déjà parce que l'intelligence artificielle, elle se présente comme une solution, elle se présente un petit peu aussi comme une crise peut-être pour certains. Disons que la culture populaire ne nous a pas habitués à la voir d'un très bon œil. Pourtant, elle peut aussi être une solution pour la fabrique de la ville, pour l'industrie immobilière. Et donc, justement, pour nous en parler, pour peut-être nous aider à démystifier l'intelligence artificielle, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui William Eldin, qui est fondateur de la société 22. C'est une société fondée en 2015 qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et dans la vision par ordinateur. William Eldin est aussi le numéro 1, le premier de cordée de la catégorie Ville innovante et durable du dernier classement Choiseul Ville de demain. Donc, c'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui sur la deuxième édition de Big Up. William Eldin, fondateur de la société 22. Vous m'entendez? Non, pas encore? Bonjour, c'est bon, ça marche? Super, merci pour l'introduction, merci beaucoup, bonjour à tous. Bon, je vais essayer de vous parler super concret aujourd'hui et je vais essayer aussi de vous donner des idées et de vous amener dans mon monde. Donc vous entendez parler d'intelligence artificielle en permanence, vous entendez parler de plein d'intelligence artificielle, là dernièrement ChatGPT et compagnie. Moi je les catégorise en, on va dire, trois. Premièrement, évidemment, tout ce qui est big data et du traitement qui est fait par des ordinateurs, donc de l'Excel à de l'intelligence. Deuxièmement, le NLP, le Natural Language Processing, qui lui, bon, vous le savez, hein, vous l'avez dans votre téléphone depuis pas mal de temps, et là, ChatGPT, etc., vous commencez à l'utiliser, donc c'est de l'analyse du langage, soit écrit ou oral. Et ensuite, il y a ma passion et mon entreprise que vous voyez derrière moi, qui bosse sur de la vision par ordinateur. Donc la computer vision en intelligence artificielle, c'est ce qui est aujourd'hui le moins avancé par rapport au big data et à tous les LLM, donc tous les nouveaux réseaux de neurones qui sont sortis pour ChatGPT, parce que ça consomme énormément de puissance de calcul et parce que mathématiquement, apprendre le monde réel à une machine qui est bête versus nous qui reconnaissons une bouteille d'eau la troisième fois qu'on la croise dans notre vie, l'intelligence artificielle, il lui faut au moins 15 000 photos, 20 000, 100 000 photos pour reconnaître une bouteille dans un environnement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous voyez derrière moi, donc la détection d'objets, de personnes et autres, en fait, c'est, imaginez-vous tout bêtement que le monde, vous le voyez en pixels, et que finalement, moi, je suis qu'un petit amas de pixels au milieu de millions de pixels, et que ce petit amas de pixels, il a deux jambes, un tronc, deux bras, une tête. Et en fait, si il y a des formes comme ça qui se définissent et qui se dessinent avec des couleurs différentes et qui ressemblent à une silhouette, parce que je sais, j'ai une base de données de 150 000 photos de silhouettes sous des angles différents, des luminosités différentes, des scènes différentes. Et donc, du coup, toutes ces silhouettes, elles vont être apprises par le réseau de neurones. Et ensuite, quand il va regarder comme ça, les premières personnes que j'ai devant moi, je vois bien les jambes, je vois bien le tronc et les bras, donc ce sont des humains. Mais vous, derrière, je n'ai pas appris parce que je vois que le haut. Et je vois votre tête et les épaules. Donc en fait, là, je reviens dans ma base de données, je rajoute des demi-silhouettes en disant, ça, une demi-silhouette, ça sera reconnu derrière comme une silhouette. Et je commence à différencier en fait les gens debout, les gens assis. Et donc, j'apprends à mes algorithmes au fur et à mesure du temps à reconnaître le monde. Alors, d'où ça vient? Un petit flashback. Moi, je suis un des anciens cofondateurs de Coyote, les avertisseurs de radar. J'espère que j'ai sauvé beaucoup de points dans la salle. Avec plaisir. Et du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2011, on a été interdit par le comité interministériel à la sécurité routière. Sur ce, on s'est battu. Dans le combat, on a dû afficher la vitesse de limitation
de la route en temps réel sur tous les coyotes. Et là, j'ai demandé à M. Guéant, est-ce que vous avez une base de données des limitations de vitesse de la route? Évidemment, il m'a répondu, aucunement. Ça dépend du département, de la commune, de la région, du national, etc. Et donc, du coup, la seule technologie qui existait à l'époque, elle était israélienne. Elle s'appelait Mobileye, aujourd'hui rachetée 17 milliards par Intel, et qui fait toute la, on va dire, l'autonomie, enfin les véhicules autonomes et la reconnaissance de l'environnement. Et donc, du coup, quand j'ai acheté 135 000 $, le premier algorithme de panneau en 2011, que je l'ai intégré à un petit coyote avec une caméra derrière, et que j'ai fait le tour du pâté de maison à La Défense, et du coup, ça a marché à 95%. On a reconnu 95% des panneaux. Et donc, du coup, là, je me suis dit, attends. Là, on est sur un truc de malade, là. Aujourd'hui, l'humain fait fonctionner son cerveau à 70% grâce à de l'information visuelle. Donc ça veut dire que l'activité majeure de calcul de notre cerveau, c'est parce qu'on prend justement de l'information grâce à nos yeux. Donc c'est le capteur majeur à l'évolution de nos intelligences et de nos actions sur notre système. Ensuite, je me suis dit, on n'est pas plus intelligent d'année en année. Quelques-uns progressent, d'autres régressent, mais bon, ça reste non significatif, malheureusement. Cependant, l'information, elle est en wheeling. Ça n'arrête pas d'arriver et on en a besoin de plus en plus. Donc je me dis, OK, il y a un rapport de nous, on n'évoluera pas, encore moins en vision, mais en même temps, il y a besoin de plus voir et plus gérer les choses. Donc je me suis dit, c'est magique en fait. Je revends Coyote, j'investis 2 millions d'euros dans 22, une entreprise qui fait de la vision par ordinateur en 2015. Et je me dis, OK, là, il va falloir, parce que le marché n'existe pas, il va falloir mettre des scientifiques avec des commerciaux, et je ne veux pas faire qu'une boîte de recherche, je veux vendre mes IA, et je veux les implémenter partout dans le monde réel. Et ça tombe bien, il y a 1 milliard de caméras qui sont à hauteur de vidéosurveillance. Bon, vous les connaissez, on les installe pour ne pas les regarder, ou sinon aller les regarder quand il y a un problème. Et moi, je me dis, ça a commencé par les villes. Je me dis, en fait, c'est tout con. Il y a 150, 200, 300 caméras dans les petites villes. Et aujourd'hui, elles ne servent à rien, si ce n'est qu'à regarder pour la police municipale. Mais moi, étant le maire de la ville, j'aimerais bien savoir combien j'ai de personnes qui sont rentrées par cet axe, cet axe, cet axe. Ensuite, j'aimerais bien commencer à détailler, je sais pas, combien de trottinettes, combien de vélos sur les pistes cyclables pendant le Covid, combien de voitures, combien de camions, et savoir en temps réel aussi combien il y en a, vu qu'on a les entrées-sorties. Et après, je me dis, bon, c'est bien les statistiques, mais en fait, on peut aller plus loin, en fait. Si demain, j'apprends ce que c'est qu'un dépôt sauvage dans une ville, et qu'en plus de ça, je me connecte à la plateforme de Suez, qui a le marché du ramassage, et je lui dis, là, tu as telle poubelle qui déborde, là, tu as 15 cartons dans la rue numéro 8, là, tu as un dépôt sauvage qui vient de se faire devant les bois, et que j'envoie les points GPS à sa plateforme, et que dans la foulée, ceux qui sont en camion, ils sont automatiquement guidés vers là où il faut en priorité, c'est un truc de fou. Du coup, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Poissy. Ensuite, je me suis dit, mais attends, moi, je rentrais un peu tard du boulot, et des fois, à 1h du mat', on attend au feu rouge, il n'y a personne à droite, personne à gauche, nulle part. Ça ne sert à rien, on crame 2 minutes, et on recrame 2 minutes, et on recrame 2 minutes. Du coup, Coyote ne permettait pas de passer les feux rouges, donc ça, on était obligé de rester et d'arrêter. Cependant, j'en avais marre. Donc du coup, là, on commence à piloter pareil, à Cergy. Vous savez, à la sortie de l'A15, là où c'est toujours le bordel le soir et le matin. Oui, vous voyez bien. Et du coup, on pilote les feux rouges, et on fait quelques règles simples. Si plus de tant de voitures entre telle heure et telle heure, alors passage automatique au vert. Si SAMU, police, pompiers arrivent derrière, alors passage automatique au vert. Si, j'en sais rien, moi, il y a 50 voitures qui arrivent, mais qu'il n'y a personne à gauche et à droite, aucune utilité de respecter le mécanisme. Donc là, on reste au vert pour les 50 voitures, ça économisera moins de CO2 au redémarrage. Donc vous voyez, ça aussi, on est en train de l'implémenter. Parce qu'il y a déjà des caméras à tous les carrefours. Il y en a de plus en plus aussi dans les feux rouges maintenant. Pourquoi on ne s'en sert pas? Ensuite, autre cas tout bête, j'entendais parler de la crise énergétique et de l'éclairage public. L'éclairage public, c'est la même chose. Je me suis dit, mais attends, on est gogol quand même. Entre 2h et 6h du matin, on est là à se dire, bon, on laisse allumer pour la sécurité. On a les technos qui existent. On le fait à Suresnes aujourd'hui.
on éteint à 90% à partir de 2 heures du matin. On voit un humain qui rentre dans la rue, on remet à 100%. Ensuite, dès qu'il est parti, on remet à 10%. Ensuite, une voiture arrive, pas besoin de 100%, on met à 50%. On a fait notre test sur 3 mois dans 3 villes. On a réussi à économiser 68% de la facture de l'électricité. Ça représente 7 ou 8 milliards d'euros en France par an. Donc c'est énorme en fait. Et ça, c'est la ville. Bien sûr, je ne vous parle pas du côté Big Brother et de je regarde quelqu'un qui reste là plus d'un certain temps à un certain endroit. Personne n'est tombé aussi, le stationnement, etc. J'essaie de pas trop aller dans la sécurité parce que c'est ce qui fait peur en fait et c'est ce qui fait penser, on parlait tout à l'heure de Skynet et compagnie. Mais j'essaie d'aller vers l'excellence opérationnelle, là où je peux vous montrer un ROI et là où justement ces algorithmes peuvent apporter quelque chose. Alors après, c'est compliqué tout ça parce que du coup, il existe tout un tas de transversalités à mettre en place parce que c'est des silos bien isolés. Imaginez-moi la première fois que j'arrive en 2016 à la ville de Suresnes, je parle au policier municipal responsable du CSU, Centre de Sûreté Urbain, et je lui dis ton maire, il va avoir des informations, je me connecte à la plateforme de Richebourg, je me connecte à ci, je me connecte à ça, ça va être un truc de fou. Il m'a dit, oh là, qu'est-ce que tu me parles pas à moi, ça sert à rien. Et puis de toute façon, moi, je suis là pour regarder quand il y a les motocross qui passent dans la ville, et comme ça, on intervient tout de suite. Ok, super. Tu peux détecter les motocross? Ouais, bon, là, ça va être chaud. Et donc, du coup, vous voyez à peu près à quoi on s'est confronté. Donc, aujourd'hui, 22, donc ma boîte, c'est 80 personnes. C'est un super plateau à la Défense, on est tout seul dans la tour. Je voyais que ça parlait du taux d'occupation tout à l'heure. Avec 12 mois de franchise sur un bail de 3 ans, c'est trop bien. Avec pas de trésor les 12 prochains mois, donc ça, c'est super. Merci beaucoup. Cependant, c'est cool parce que, en fait, on vient de lever 25 millions d'euros. D'ailleurs, je t'ai vu, Antoine, et le groupe Duval nous accompagne et croit beaucoup en nous depuis 4 ou 5 ans. Donc je remercie officiellement la famille Duval et tous les collaborateurs. Parce que quand j'ai rencontré Pauline, elle a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans l'immobilier. Je lui ai raconté, vous savez, on bosse pour McDonald's, c'est notre scale en ce moment aux US. Vous savez ce qu'on fait pour McDo? On se met sur les caméras existantes. Il y a une norme, 35 caméras dans chaque McDo. On est relié à le manager directement sur son smartphone. Et on dit en temps réel, 3 voitures au drive. La voiture rouge, c'est celle qui vient de passer la commande sur la borne 2. Donc c'est la commande 18. Vous ne plantez pas. La commande 18 ira à la voiture rouge. On calcule tout le temps de traitement. Comme ça, on ressort des indicateurs et on sait en combien de temps moyen sont traités les gens. Ensuite, ça, c'était au début, leur première problématique. Mais la deuxième a été de mettre le produit à l'intérieur du McDo pour dire combien de temps attendent les gens. Est-ce qu'il y a des bornes qui ne marchent pas? Parce que si je me pointe devant une borne, que je commande et je repars et je vais à l'autre, c'est qu'elle ne marche pas et c'est un problème opérationnel. Ensuite, ça a été de dire combien il y avait de place à nettoyer, combien il y avait de passages aux toilettes, parce qu'il faut envoyer le nettoyage tous les 10 passages aux toilettes, combien il y a de voitures sur le parking et combien il y en a qui sont en train d'arriver, parce qu'il faut faire préchauffer des steaks. Et là, dernièrement, on remplace le SAT, le service à table. Vous savez, les chevalets là, qui coûtent 20 $ avec le numéro. Du coup, eux, on les dégage, on met des cubes aux États-Unis en ce moment avec un numéro. Nous, on reconnaît le cube avec le numéro et on dit en temps réel à quelle table est le numéro avec le réseau de caméras existant. Et alors là, dernièrement, en pilote à Chicago, on est au-dessus des plateaux de commandes, on est relié au service informatique des commandes et on dit, bon là, il devrait y avoir 3 burgers, 3 boissons et, j'en sais rien, 2 desserts. Il manque un dessert et il manque un burger. Et donc, la commande est orange. Et elle ne peut pas être délivrée. Donc vous voyez, ça descend vraiment finement. C'est de la détection d'objets et c'est du suivi d'objets et plus mathématiquement parlant et plus dur, de la réidentification caméra sur caméra du même objet. Alors pour ne pas faire flipper, je ne fais pas de facial. Je bosse évidemment pour le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées parce qu'ils ont besoin de ces technologies, mais on ne fait pas de reconnaissance faciale et pas d'identification pour être RGPD et plutôt basculer dans l'excellence opérationnelle versus aller rester dans ce monde de la sécurité qui est très bien, hein, mais en tant que cheval de Troie, pour derrière basculer sur les métiers et sur les résultats opérationnels. Typiquement, je peux vous parler aussi d'une gare. Pareil, on a la SNCF qui est à notre capitale. Qu'est-ce qui bloque une gare aujourd'hui? C'est les bagages abandonnés. Ça, c'est chiant et moi, je reconnais les bagages. Alors bien que ce soit super compliqué, parce que je vous parle un peu du off de la technologie, au début, on fait les fiers.
on commande 10 000 € de bagages sur Amazon. Donc, on a notre carton qui arrive avec plein de bagages différents parce que, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, plus on a de variabilité de l'objet dans des environnements variés, plus la performance de la reconnaissance dans le monde réel sera haute. Donc, grosse commande de bagages, on prend en photo dans tous les sens, on demande à la gare du Nord, on la privatise de 2 h à 4 h du matin, comme ça on met des bagages partout et on fait des photos et des films, on apprend. Ensuite, on fait notre tambouille mathématique et on revient dans l'opérationnel. Et le jour où on se branche, ça ne marchait pas parce qu'en fait, gare du Nord, une caméra est en moyenne à 30 mètres au plafond parce que c'est super haut. Une caméra a en moyenne 11 ans. Donc elle est cramée, elle est rose, elle a pris du soleil, du vent, de tout ce que vous voulez, des pigeons. Donc du coup, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes couleurs que nos beaux appareils photo numériques qui avaient pris en photo les bagages. Et ensuite, il pleuvait ce jour-là où on a essayé. Donc nous, on avait appris les silhouettes avec plein de costumes différents, des couleurs différentes, etc. Sauf que quand il flotte, tout le monde est sombre et avec un impair. Enfin, tout le monde quasiment. Et donc du coup, imaginez-vous à la place de la caméra à l'entrée de la gare du Nord, vous voyez que des gens pareils, trempés ou même des parapluies, et avec des bagages qui finalement, en fait, raisonnaient en termes de pixels. C'est tout petit, quoi. C'est 5 pixels sur 5 pixels. C'est noir, carré, comme une poubelle, comme n'importe quoi d'autre, finalement, de ce point de vue-là. Donc, on a dû commencer à régler les choses. C'est-à-dire que si ça se déplace, c'est un bagage. Si ça se déplace et que c'est collé à une silhouette, c'est un bagage. Et si donc du coup la règle mathématique, le bagage, ou en tout cas le contraire, l'humain s'éloigne du bagage, sans son bagage, alors alerte temps réel. On a fait cette règle, mais ça merdait parce qu'en fait, moi je vais souvent à la gare avec ma femme et mon fils, et des fois je dis je vais acheter un magazine, mon fils, s'il te plaît, garde-moi mon sac. Et donc du coup, là l'algo il dit oh putain c'est pas le même là. Alors qu'est-ce qui se passe là et là ça sonne. Donc du coup, c'est hyper complexe et c'est pour ça que c'est long à s'appréhender. Et Antoine, on a essayé d'aller dans les centres co, etc. Mais nos technos n'étaient pas encore matures à l'époque. Et donc, du coup, aujourd'hui, le plus gros intérêt est vraiment de se focus sur des endroits et des fonctionnements et de commencer à investir. La SNCF investit depuis 3 ou 4 ans sur nous. Et là, dernièrement, on déploie dans toutes les gares. Pareil, l'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris, c'est hyper important de manager les flux sur le tarmac. C'est des centaines de millions d'euros entre prestataires et tout le monde est responsable de l'autre qui a quitté 3 minutes après, etc. Mais là, c'est magique. Alors déjà, info scoop, 12 563 caméras à Roissy. Et là, c'est pas mal, c'est un gros chiffre. Nous, derrière, on est sur le tarmac et on check quand l'avion arrive. Vous l'avez vu tout à l'heure, je crois, dans la vidéo. L'avion arrive, le manger qui arrive. Ensuite... Ouais, yes. Le manger, après il y a le carburant, etc., etc. Et donc tout ça, c'est des étapes logiques avec un TOBT, donc une heure théorique de départ. Cette heure théorique de départ, je vous jure que c'est vrai, il y a 25 personnes dans la tour de contrôle qui appellent chaque commandant et chaque gate en permanence pour savoir où ils en sont, justement sur le départ et la mise en piste pour le décollage. Et il y a un vrai intérêt de resserrer les décollages parce qu'aujourd'hui, on construit d'autres aéroports pour accueillir plus. Mais on pourrait aussi faire plus de décollage et plus d'atterrissage. Nous, justement, on dit en temps réel, là, il y a le bagage qui vient de revenir, c'est bizarre. Là, on était à 2 minutes du TOBT. Si le bagage revient, c'est que quelqu'un n'est pas monté, donc on doit enlever son bagage. Donc là, c'est 17 minutes de retard automatiquement parce que ça fait 6 mois qu'on apprend et c'est ça qui se passe en moyenne. Et là, clac, de manière automatique, plus 17, clac, ça reroute l'avion, ça le fait décoller 17 minutes après et tout est prévu. Et comme ça, les contrôleurs aériens, ils ont une liste simple de tout ce qui est prêt à décoller et pas prêt à décoller. Mais on peut aller à des milliards de plus loin. On bosse pour Amazon, ID Logistique. Dernièrement, vous savez, on est rentré pour la sécurité dans les entrepôts. Et la sécurité dans les entrepôts, finalement, ça nous a amené à... Vous pouvez nous dire et traquer ce colis-là? Ok, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a 500 000 € de matos, c'est que des iPhones et des Macs. Ok, d'accord. Donc tout ce qui sort de la cage, là, ça vaut plus de 10 000 €, c'est ça? Ouais, traquez-les-moi. Et si ça reste devant le quai le quai où on embarque dans le camion, alors... si ça reste plus de 30 secondes, alors alertez en temps réel, parce qu'il y a pas mal de vols là. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on a tiré sur la pelote de laine, et on en est aujourd'hui, dans des entrepôts Renault ou autres, à dire, OK, là dehors, il fait, parce qu'on prend la data, il fait -3. Pourquoi là-bas, c'est ouvert? Donc, commande directe, fermez la porte, parce que c'est vue extérieure, et en énergie, on dépense à chauffer. Donc, on ferme.
Ensuite, il y a eu 4 morts l'année dernière d'un bras de peinture qui finalement, un humain rentrait dans la zone pendant qu'il n'avait pas à rentrer et le bras de peinture l'a tapé. Bah nous, plus la peine de se brancher forcément à des systèmes de vidéosurveillance, comme je vous ai expliqué dans les centres de sûreté. On peut se brancher directement au système de Renault, avoir le message quand le bras robotique est en marche, être sur la caméra, voir quand il y a un humain qui rentre, et si, règle logicielle, hein, si humain rentre dans cabine peinture, alors que le signal du robot est on, alors warning gyrophare, ça sonne et ça arrête le robot. Et on est en train d'implémenter ça dans 80 usines de Renault. Et en fait, vous voyez, tout ça pour vous expliquer, et j'ai pris 2-3 notes, c'est que colporter exactement tout ce que je viens de dire dans vos métiers. Enfin, c'est tout bête, mais la construction, même avec ChatGPT, les appels d'offres, la vérité, c'est que même nous, on les fait à une vitesse pas possible, les appels d'offres maintenant. Vous rentrez, vous savez ce que vous faites? Vous rentrez les CCTP, les cahiers des charges, vous donnez ça à manger et ça vous ressort déjà quelque chose. Mais si on va plus loin, on est dans le suivi de chantier aujourd'hui. Sécurité, ok, mais où on en est sur la construction? Quel étage? Combien de machines sont rentrées? Combien de machines sont sorties? Combien il y a de personnes sur le chantier? Après, petit à petit aussi, on peut aller vers de la vente de biens, sur de la déco personnalisée, mais on peut surtout, dans les bureaux, et là je le fais en ce moment dans mes bureaux, parce qu'on vient de prendre à la Défense 12 mois de gratuité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis en train de mettre des caméras, alors on est encore un peu emmerdé, parce qu'on peut en mettre à l'entrée et à la sortie, et dans les salles de réunion, et ça, il faut que tout le monde soit encore consentant, etc. Donc nous, on a une boîte d'IA, et ça veut dire que c'est la fin? Ok, je clôture. Je pourrais parler encore longtemps. Merci, c'est gentil. Et donc, du coup, je mets des caméras partout et taux d'occupation. Vous me faites acheter 15 salles de réunion, vous en utilisez à 30% 3, vous vous foutez de moi? Et pourquoi vous laissez tout le temps allumé alors que vous n'y êtes pas? Je détecte humain, pas humain. Si humain, lumière. Si pas humain, pouf, tout de suite, on éteint. Mais je pourrais aller beaucoup plus loin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais par là? Merci. Bon, merci, ça y est, c'est l'heure des remerciements. Évidemment, on a un peu débordé, comme d'habitude. Merci d'être venus trop nombreux à Big Up. Je sais qu'on a eu des petits soucis de surbooking et de surcharge, mais tant mieux, c'est des soucis de riches. Merci d'avoir pu rester, pour ceux qui sont restés. Je voudrais quand même remercier nos sponsors, sans qui tout ça serait pas possible, tout simplement. Et je crois qu'il faut être courageux pour sponsoriser dans ce moment. Merci à nos partenaires institutionnels, l'IEIF, la FEI, l'ASPIM et peut-être bien d'autres, de nous apporter leur expertise et de nous soutenir. Merci à Comet de nous accueillir et puis qui devient un peu la nouvelle adresse de l'industrie immobilière. Merci à notre nouvel actionnaire, Costar Group, avec qui on écrit une nouvelle histoire en France, vers toujours plus de transparence dans l'information et d'analyse dans un marché immobilier qui est complexe, pluriel et donc très intéressant à suivre. Merci aussi à l'équipe de Business Immo qui a préparé Big Up sous les mains de fer et les gants de soie de Laura et de Delphine. Je vais leur demander de venir sur scène, si on peut les applaudir, parce que c'est du boulot. Parce qu'il y en a qui font le fanfaron sur scène, mais derrière, c'est une équipe, c'est le nous. Et donc, c'est très sympa de venir. Et puis, maintenant, vous pouvez aller débriefer au déjeuner, petite pause déjeuner, et parler du sujet quand même qui est clé dans tout ça. Est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde de rugby? S'il vous plaît. Merci à vous. Merci.